Assalamu alaikum. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, nous avons l'honneur et le privilège ce matin d'avoir un jeune compétent radiologue qui travaille dans le secteur privé, sortant de la faculté de Rabat, qui est l'une de nos anciennes facultés, ancien interne des hôpitaux de Paris, qui va nous parler ce matin d'un sujet que tous les médecins généralistes cherchent et doivent maîtriser, l'imagerie du pancréas. Donc, sans trop tarder, je remercie le docteur Barrada d'avoir participé à nos formations médicales continues et je lui passe la parole tout de suite. À vous, c'est Barrada. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'imagerie du pancréas. Qui est, comme vous le savez, une glande profonde qui a une double fonction, à la fois endocrine et exocrine. Donc, c'est une glande qui sécrète du sucre digestif pour la digestion, qui contient de nombreuses enzymes. Tout d'abord, c'est l'amylase, qui sert à la digestion des sucres, en particulier les glucides, la lipase, qui sert à la digestion des graisses, donc les lipides, et la trypsine à celle des protéines. La deuxième fonction, c'est une fonction exocrine, c'est la sécrétion de l'insuline pour la régulation de la glycémie. Cette notion est importante à connaître parce que quand on va parler de pathologie tumorale, il faut savoir qu'il y a des tumeurs sécrétantes et des tumeurs non sécrétantes. Donc c'est important à connaître. Je vous fais juste un petit rappel anatomique, juste pour vous dire que le pancréas, comme vous le savez très bien, est composé d'une queue, d'un corps, de la tête, et à ce niveau-là, ce qu'on appelle le crochet ou le petit pancréas de Winslow. Il est parcouru par deux canaux. Le canal principal, c'est le canal de Wirsung, et un autre canal secondaire, c'est le canal de Santorini, qui est peu ou pas fonctionnel et qui va se drainer au niveau de la papille accessoire, ici au niveau du duodénum. Alors, comment on va explorer le pancréas? Le premier examen utilisé en première intention et qui est disponible chez vous, que vous pouvez réaliser très facilement, c'est l'échographie. Donc, vous allez utiliser une sonde curviline convexe avec une fréquence de 3,5 à 5. Et c'est un examen, à chaque fois quand on parle de l'échographie du pancréas, beaucoup de généralistes craignent un peu le pancréas parce qu'il n'est pas toujours très bien exploré, du fait des gaz, du fait que le patient ne soit pas à jeun, etc., de l'obésité, les météorismes et tout. Mais bon, il y a quand même certains artifices qu'il faut connaître, que vous pouvez faire pour améliorer l'image au niveau du pancréas. Notamment, on peut demander aux patients de changer de position. Bien sûr, c'est un examen qui doit être réalisé à jeun pour éviter qu'il y ait les gaz qui vont gêner. Et on peut demander aux patients de boire de l'eau juste avant l'examen. Ça peut faciliter l'exploration échographique de l'estomac. Donc l'intérêt de l'échographie en matière d'imagerie pancréatique, il est double. Premièrement, c'est de voir et de bien étudier le pancréas dans sa totalité, donc avec la tête, la queue et le corps, et dans un deuxième temps, de rechercher des lithiases. Et l'échographie, c'est l'examen le plus performant, juste après la bili-IRM, pour détecter des lithiases. Et surtout en matière de pancréatite aiguë, la majorité, c'est des pancréatites qui sont lithiasiques. Donc voici une image échographique du pancréas, où vous pouvez très bien... Alors, il faut déjà situer le pancréas. Pour bien le situer, il faut faire une coupe transversale au niveau de la région épigastrique. La première image que vous allez voir, c'est le lobe gauche du foie, que vous allez reconnaître. Plus en arrière, on a le corps vertébral, et vous avez les deux éléments vasculaires, que sont l'aorte et la veine cave inférieure. Ensuite, le pancréas va venir juste en avant. Ici, vous avez l'artère mésentérique supérieure. Là, vous avez la veine splénique. Et ici, le tronc veineux splénomésaraïque qui va se continuer avec le tronc porte. Donc, le pancréas, c'est une structure qui est échogène, homogène, avec des contours qui sont bien réguliers, et un canal de Wirsung, normalement, qui ne doit pas être visible, parce qu'il doit faire moins de 2 mm. Lorsqu'il est visible, c'est pathologique. Donc on retrouve les différentes portions, la queue, le corps et la tête. Une fois que vous avez repéré votre pancréas, c'est important de connaître quelle est la taille normale de ce pancréas. Donc un pancréas normal, au niveau de la tête, ne doit pas dépasser 25 mm, au niveau du corps, 15 mm, et au niveau de la queue, 35 mm. Cette notion de taille est importante en cas de pancréatite.
Deuxième moyen d'exploration, c'est l'écho-endoscopie. Là, c'est plutôt un examen qui dit endoscopie, c'est plutôt les gastro qui vont le réaliser. L'intérêt de l'écho-endoscopie, c'est qu'elle permet de pallier aux deux problèmes qui existent au niveau de l'échographie normale, à savoir qu'on va réduire la distance entre la sonde et la cible et on va réduire les artefacts du tube digestif. Donc elle a une grande sensibilité pour les petites tumeurs du pancréas, surtout au niveau de la région ampulaire, et pour faire un bilan d'extension de ces tumeurs du pancréas. L'autre moyen d'exploration, c'est le scanner. Et le scanner est très important en matière d'imagerie pancréatique. Il n'est pas gêné par l'obésité, il peut se faire de façon très facile, il est disponible. Et on peut faire avec des coupes fines. Pour étudier le pancréas, très souvent, on a besoin de deux séquences. C'est-à-dire une séquence avant injection, qui va déterminer s'il y a des calcifications, s'il y a une infiltration de la graisse, etc. Et ensuite, on va réaliser une injection de produits de contraste. Et là, il y a deux temps. On peut faire soit un temps artériel, à 45 secondes, ou un temps portal, à 60 secondes. Donc, tout dépendra de ce qu'on va rechercher. On va déterminer quel type d'acquisition il faudra faire. Là, je vous ai mis des coupes de scanner normales pour que vous familiarisez un petit peu avec l'imagerie en coupe pour reconnaître le pancréas lorsque vous recevez les scanners. Donc ici, c'est un scanner qui est sans injection. Comme vous voyez ici, l'aorte n'est pas opacifiée. Là, vous avez la tête du pancréas et le corps du pancréas. Donc normalement, il a une densité qui est homogène, qui est discrètement, un peu légèrement hypodense par rapport à celle du foie, avec des contours qui ne doivent pas être lisses, c'est des contours qui doivent être lobulés. Une fois qu'on injecte, d'accord, ici on voit bien qu'il y a une injection, on voit la veine splénique et le pancréas, la même chose qu'au niveau du scanner, juste en avant, le pancréas doit se rehausser de façon homogène. Lorsqu'il ne se rehausse pas, ça peut être soit une tumeur, soit des zones de nécrose ou autre. Le dernier examen, c'est l'IRM, ou plutôt la bili-IRM. Donc c'est un examen qui est de plus en plus demandé, qui est très performant pour l'analyse du pancréas et qui a une meilleure résolution en contraste. Lorsqu'on parle d'IRM, résolution en contraste, ça veut dire que la netteté de l'image est nettement supérieure au niveau de l'IRM qu'au niveau du scanner. Par contre, le scanner est meilleur que l'IRM en termes de résolution d'espace, parce que c'est des coupes millimétriques. Donc on passe pas à côté des lésions. Donc la technique, elle est bien décrite. Je vous montre aussi la même chose que pour le scanner. Ici, c'est une séquence en pondération T1. Donc là, le pancréas, il est à ce niveau-là. On voit bien les limites et les contours qui sont un petit peu lobulés et nets en hyposignal. Et là, au niveau d'une coupe sagittale en séquence T2, vous voyez très bien qu'est-ce qui passe ici au milieu. Le canal de Wirsung, effectivement. Voilà, donc on voit très bien ici. Sur des coupes axiales, la même chose. Donc on est en coupe axiale T2. Ici, vous avez quoi ici, juste en dessous du foie? C'est une structure liquidienne. C'est en hypersignal T2, donc c'est une structure liquidienne. C'est la vésicule biliaire, effectivement. Et au milieu de cette vésicule biliaire, vous avez des petits points noirs. Donc ce sont des litières au niveau de la vésicule biliaire. Alors je passe rapidement, il faut savoir qu'il y a pas mal de variantes anatomiques au niveau du pancréas qu'il faut connaître pour ne pas se tromper avec des pathologies, notamment au niveau de la queue du pancréas, c'est le crochet antérieur ou postérieur. C'est les anomalies du canal de Wirsung qui peut être bifide, donc des fois on peut voir deux canaux au niveau du Wirsung. Le pancréas du sujet âgé aussi, il faut faire très attention. Au-delà de 60 ans, on a ce qu'on appelle une atrophie parenchymateuse globale. Donc même à l'échographie, vous allez voir un pancréas qui est atrophié, vous n'allez pas très bien le voir avec une majoration de ces lobulations. Ce n'est pas un pancréas qui est pathologique, c'est tout simplement une évolution avec l'âge. D'autres malformations congénitales, c'est le pancréas divisome, donc il n'y a pas de fusion des systèmes canalaires. Le pancréas annulaire et le pancréas ectopique. Ça existe, il y a des cas de pancréas qui sont ectopiques au niveau de l'estomac. Alors, on va passer au cas clinique. Alors, je vous présente le dossier d'une dame de 52 ans qui se présente dans un tableau de douleur épigastrique en barre et donc chez qui on fait dans un premier temps une échographie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau du pancréas? Donc là, à gauche, vous avez une image sur le pancréas, et à droite, c'est la vésicule biliaire. Donc ça, c'est un cas d'école, hein, c'est typique.
Oui. Hypertrophie. Oui, tout à fait. Au niveau de l'écostructure du pancréas, vous en pensez quoi? L'écostructure hétérogène. Il est plutôt hypoécogène déjà, hypoécogène, et légèrement hétérogène. Légèrement hétérogène. Exactement, c'est ça. Mais vous ne voyez pas de masse, vous ne voyez pas de lésions kystiques, ni rien du tout. Le canal de Wirsong n'est pas visualisé. Oui. Donc c'est une hypertrophie, on va parler d'une hypertrophie globale, parce que ça intéresse l'ensemble du pancréas. D'accord? À côté droit, donc là vous avez la vésicule biliaire, c'est une grosse lithiase de la vésicule biliaire. Lithiasique, oui. Très bien, donc quel est votre diagnostic? Pancréatite. Pancréatite aiguë sur une lithiase de la vésicule biliaire. Lithiase Très bien. vésiculaire. Qu'est-ce que vous préconisez par la suite? Est-ce que vous demandez un examen biologique? Il faut bilanter, bien sûr, le malade. Très bien. Vous demandez quoi comme bilan? L'hépasémie, bien sûr. Oui. NFS, oui. CRP. Oui. 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 D'abord le biologique. Biologie. Oui. NFS, CRP. Très bien. Oui. Alors après le bilan biologique, est-ce que vous demandez un scanner, une IRM? Qu'est-ce que vous demandez? L'IRM. Systématiquement, quand vous avez une pancréatite aiguë, vous demandez une IRM? Non, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Non. D'accord, très bien. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions. Donc effectivement, on est devant un cas typique de pancréatite aiguë, donc la clinique et la biologie. Le scanner, juste pour vous montrer la même chose que ce qu'on a vu à l'échographie, mais ce qu'on va voir en plus, c'est, bon, effectivement, il y a une hypertrophie majeure de tout le pancréas, mais en plus, on peut étudier au niveau du scanner tout l'espace péripancréatique, toute la graisse péripancréatique qui est ici infiltrée, et avec des coulées, ce qu'on appelle des coulées inflammatoires, qui vont déterminer le grade. Donc les pancréatites aiguës, il faut savoir que 40% des pancréatites ont une origine biliaire. Donc on retrouve dans 40% des cas des lithiases au niveau de la vésicule biliaire. 35% des pancréatites ont une origine alcoolique. 10% des adénocarcinomes s'expriment initialement dans un tableau de pancréatite aiguë. Donc il faut faire très attention, 10% ce n'est pas rien. Et les autres causes de pancréatite aiguë sont notamment des causes chirurgicales, l'hyperlipidémie majeure, l'hyperparathyroïdie, les infections virales, ayant en tête les oreillons, et les causes médicamenteuses, notamment les diurétiques, thiazidiques, l'azatioprine et les oestrogènes qui peuvent se compliquer d'un tableau de pancréatite aiguë. Donc d'un point de vue biologique, comme vous l'avez dit, effectivement, l'élément majeur, c'est l'augmentation de la lipasémie. Alors l'amylasémie, vous n'en avez pas parlé, tant mieux. Il faut savoir que les amylases ne sont élevées que dans 80 à 90% des cas. Et elles sont rapidement excrétées par les reins et peuvent revenir à la normale après 2 à 3 jours. Et il n'y a aucune corrélation entre la gravité de la pancréatite aiguë et le niveau d'élévation des amylases. Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait. On voit des chiffres très élevés d'amylasémie, on a l'impression que la pancréatite elle est sévère, alors que non, il n'y a aucune corrélation. Et l'amylasémie aussi par rapport à la lipasémie, c'est qu'elle n'est pas spécifique. Elle peut aussi s'élever dans les occlusions intestinales, dans les infarctus intestino-mésentériques, dans les cholécystites gangréneuses et dans les perforations ulcéreuses. Donc l'élément majeur, c'est l'augmentation de la lipasémie dans le diagnostic étiologique. Donc le bilan, comme vous l'avez dit, donc il faut faire une NFS, LDH, transaminase, etc. Pourquoi? Pour faire ce qu'on appelle le score clinico-biologique de Ronson. D'accord? Donc tout un élément, donc l'âge supérieur à 55 ans, l'hyperleucocytose, la glycémie, LDH, transaminase, etc. Il faut savoir que lorsque vous avez 3 critères de Ronson, la mortalité est d'environ 33%. Et plus vous avez de critères, plus le taux de mortalité augmente. Ça, c'est un score clinico-biologique très important à faire à l'admission du patient. Alors, que dit le consensus des pancréatites aiguës? Toute douleur abdominale aiguë évocatrice, associée à une augmentation de la lipasémie à plus de 3 fois la normale dans les 48 premières heures qui suivent le début des symptômes, porte le diagnostic de pancréatite aiguë. Donc vous n'avez pas besoin de plus. Clinique, épigastralgie en barre, lipasémie élevée, vous avez le diagnostic de pancréatite aiguë. Lorsque le diagnostic est porté sur des diagnostics cliniques et biologiques, dans un premier temps, il n'y a pas lieu de réaliser un examen d'imagerie pour le confirmer. D'accord? Alors vous allez me poser la question, quand est-ce qu'il faut faire un examen d'imagerie et quelle imagerie il faut faire? Le scanner, quand est-ce qu'il est indiqué? Il est indiqué tout d'abord en urgence.
uniquement si vous avez un doute diagnostique. Vous avez un tableau un petit peu atypique, avec une hypasémie modérément élevée, vous ne savez pas trop, vous pouvez demander un examen en urgence. Ou bien lorsque vous suspectez un autre tableau de douleur abdominale aiguë, et vous n'êtes pas sûr, là aussi le scanner peut faire la part des choses. Est-ce que c'est une pancréatite? Est-ce que c'est une occlusion? Est-ce que c'est autre chose? Et on peut également le demander d'emblée dans les formes très sévères. Donc vous avez des formes très sévères, on peut le demander en urgence pour voir le volume des coulées inflammatoires et l'étendue de la nécrose pancréatique. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de réponse, donc vous avez posé le diagnostic, vous commencez à traiter. Lorsque vous n'avez pas de réponse au traitement et lorsqu'il y a une aggravation de l'état clinique, là, le scanner se fera dans un deuxième temps et l'idéal, c'est de le faire 72 heures après. Pourquoi? Parce qu'à 72 heures, c'est là où on peut vraiment stadifier la pancréatite avec le degré des coulées inflammatoires. Alors, lorsqu'on fait le scanner, vous avez l'habitude, on vous donne ce qu'on appelle le score, la classification de gravité de Balthazar. Donc, c'est un score qui est basé sur 5 grades. Donc, dans le grade A, c'est un pancréas qui est tout à fait normal, que ce soit à l'échographie ou au scanner, mais la lipasémie elle est élevée, donc c'est des pancréatites peu sévères. Dans le grade B, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a une hypertrophie diffuse ou localisée du pancréas. L'hypertrophie peut concerner uniquement la tête, par exemple. Le reste est normal, mais c'est une pancréatite. Dans le grade C, on a une inflammation qui reste limitée au pancréas, mais on a une infiltration, ce qu'on appelle une infiltration de la graisse péripancréatique. Ça, c'est le grade C. Dans le grade D, on commence à avoir des collections, donc des collections tout autour du pancréas. Donc le D, c'est une seule collection. Dans le E, on a plusieurs collections, parfois même des phlegmons ou des abcès péripancréatiques. Donc ça, déjà, on est dans des formes sévères. Ça, c'était l'ancienne classification de Balthazar. Actuellement, donc, on se base sur cette classification et on a rajouté d'autres notions, parce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes en termes de pancréatite, notamment le degré de nécrose du pancréas. Et en fonction de ce degré, on va le noter de 0 à 6. Donc pas de nécrose, moins de 30%, c'est un score 2. Entre 30 et 60, c'est un score 4, et plus de 60%, c'est un score 6. Et on va faire le cumul de ces deux pour se donner ce qu'on appelle l'indice de sévérité de la pancréatite, qui va être classé jusqu'à 10. Donc on fait la somme du Balthazar et du degré de nécrose. Pourquoi? Ça a un intérêt pronostique. Il faut savoir que l'évolution est toujours favorable dans les grades A et B de Balthazar. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Par contre, les abcès peuvent se former à partir du stade C, et le pourcentage de formation de ces abcès augmente bien évidemment avec les stades. Il faut toujours corréler la stadification scanographique initiale au score bioclinique de Ranson pour évaluer la gravité et identifier les patients à haut risque. À partir des grades D et E, c'est des patients qu'il faut hospitaliser, que vous ne pouvez pas traiter en ambulatoire. Ensuite, l'IRM. Vous avez parlé de l'IRM tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un intérêt? En phase aiguë, aucun intérêt. Par contre, elle est indiquée uniquement en phase chronique pour rechercher des complications vasculaires et biliaires. Alors, quelles sont les complications, justement? On va passer rapidement. C'est la surinfection de la nécrose et la formation des abcès. C'est le pseudokyste, c'est la complication que vous connaissez tous et toutes. C'est la complication la plus fréquente. Donc, comme ici, vous avez un abcès, un pseudokyste qui est complètement anéchogène et qui va régresser dans 20 à 50% des cas. Donc si vous faites une échographie de contrôle, normalement, il devrait disparaître. Mais lorsqu'il ne disparaît pas, il peut se compliquer malheureusement. Il peut se surinfecter. S'il augmente vraiment de taille, il peut devenir compressif. Il peut saigner. Donc on va avoir un kyste hémorragique. Là, à l'échographie, vous pouvez très bien le voir. Donc vous allez perdre l'aspect anéchogène pour un aspect plutôt échogène au niveau intrachystique. Et il peut fistuliser ou se rompre en intrapéritonéal. Le traitement, soit un traitement, une évacuation percutanée, donc on peut faire en radiologie interventionnelle, ou une évacuation endoscopique, voire même chirurgicale pour les formes les plus compliquées. Les autres complications, c'est les complications vasculaires, notamment le pseudo-anévrisme, comme vous voyez ici, ou les thromboses veineuses. Comme ici, on a une thrombose de la veine mésentérique supérieure par un mécanisme infectieux. C'est ce qu'on appelle des pyléphlébite. Donc, c'est des complications de thrombose veineuse. Voilà, donc ça, c'est pour la pancréatite aiguë. Est-ce que vous avez des questions concernant la prise en charge ou le diagnostic de pancréatite aiguë? Non, donc c'est clair. On peut passer au cas numéro 2.
Donc là, vous avez un homme de 50 ans qui a une notion d'alcoolisme, qui présente des épigastralgies de façon récurrente, et chez qui on a fait une échographie. Effectivement, donc l'échographie, vous reconnaissez très bien, l'écho est très efficace en matière de tout ce qui est calcification, lithiase, etc. Donc vous avez de multiples calcifications à ce niveau-là. D'accord ? Et le pancréas, est-ce qu'il est tuméfié? Est-ce que vous trouvez qu'il est tuméfié? Est-ce qu'il est plutôt homogène? Non. Donc c'est un pancréas qui a l'air de taille normale, mais il y a des calcifications. Donc vu ce tableau clinique, vous penseriez à quoi? Très bien. Donc là, on est devant un cas typique de pancréatite chronique. On a fait un scanner quand même juste pour éliminer le doute. Et il y a un pancréas au niveau du scanner qui est plutôt atrophié. Les calcifications, on les voit très bien au niveau du scanner. Et on va avoir une petite dilatation moniliforme du canal de Wirsung. Pourquoi? Tout simplement, lorsque le pancréas va s'atrophier, la différence de taille entre le canal et la glande parenchymateuse elle est plus importante. Alors, un autre cas, une dame de 63 ans qui vient pour des douleurs abdominales. Sur le plan biologique, elle a une cholestase et elle a une insuffisance rénale chronique. Donc, chez qui on a fait un scanner. Le scanner va nous montrer un certain nombre d'éléments. Donc, je vous ai mis pas mal de coupes. Donc là, vous avez reconnu le pancréas à ce niveau-là. Vous voyez très bien qu'il y a une hypertrophie du pancréas, qui n'est pas segmentaire, mais plutôt diffuse. D'accord ? Il est un petit peu hypodense, mais il se rehausse de façon homogène. Le canal de Wirsung, il est là. On voit juste au niveau de la queue un petit canal, mais il n'est pas dilaté. Par contre, au niveau des voies biliaires, donc c'est ces petits points, d'accord, il y a des petites dilatations segmentaires des voies biliaires intrahépatiques. Ça peut être une cholangite auto-immune. Et là, au niveau de l'aorte, tout autour de l'aorte, il y a ce qu'on appelle une fibrose rétropéritonéale. La fibrose rétropéritonéale, dans ce cas-là, est responsable d'une dilatation ici au niveau des deux reins, par compression tout simplement, donc ça comprime et ça entraîne une dilatation des cavités excrétrices. Et une notion aussi qui est très importante que je vous ai rajoutée, c'est la régression rapide et complète sous corticoïdes. Ça c'est un cas un peu compliqué. Est-ce que vous avez des idées? Il y a une fibrose, effectivement. Oui, c'est ça. Il y a une insuffisance rénale qui est secondaire, plutôt obstructive. Exactement. Il y a une autre notion. Donc, le pancréas, il est augmenté. On a l'impression que c'est une pancréatite. Mais ce n'est pas une pancréatite lithiasique. Ce n'est pas une pancréatite chronique. Il n'y a pas de... C'est une pancréatite inflammatoire. C'est ce qu'on appelle la pancréatite auto-immune. D'accord? Et l'élément clé majeur, comme je vous l'ai dit, c'est la bonne réponse sous corticoïde. Exactement. Effectivement, pour chercher la fibrose, on peut chercher les causes. Il y a la fibrose primaire et des fibroses secondaires, effectivement. Mais là, vu qu'on a un tableau assez complet, qu'on a une cholangite auto-immune qui est associée, etc., ils ont d'abord pensé à une cause auto-immune et on a fait ce qu'on appelle un traitement, pas d'essai, j'ai perdu le terme, probabiliste ou je sais plus comment on dit. D'épreuve, voilà, un traitement d'épreuve. Et on a vu que ça répondait très bien aux corticoïdes. Donc le diagnostic de pancréatite auto-immune a pu être porté. Donc c'est une pancréatite sclérosante lymphoplasmocytaire. C'est une pancréatite, contrairement aux idées reçues, qui est non alcoolique, qui entraîne une destruction canalaire. Donc c'est une forme de pancréatite chronique, mais surtout un diagnostic différentiel de l'ADK du pancréas. Pourquoi? Parce qu'elle peut se présenter sous forme de deux aspects. Alors, autant là, on avait une forme diffuse, donc c'est 70% des cas, mais des fois, on peut avoir une forme localisée, c'est-à-dire qu'on a comme une sorte de pancréatite, un pancréas tuméfié uniquement au niveau de la tête, par exemple, ou au niveau de la queue, et c'est ce qu'on appelle un aspect pseudo-tumoral. On a l'impression que c'est un ADK, et là, encore une fois, c'est le traitement des preuves qui permet de porter le diagnostic.
Effectivement. Oui. Était normal. Exactement. Exactement. Bien vu. Exactement. Donc j'enchaîne avec un quatrième cas. C'est un homme de 83 ans qui présente des douleurs de l'hypocondre droit. Donc on lui a fait une échographie où le pancréas était mal individualisé. Là, on fait le scanner. Voilà. Que vous arrivez à voir le pancréas au niveau du scanner? Difficilement. Très bien. Donc effectivement, le pancréas plutôt atrophié. On voit une majoration, ou plutôt une accentuation de ces lobulations. D'accord? À quoi vous pensez? Atrophique. Donc voilà, c'est un piège, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est juste l'évolution normale d'un pancréas qui est en évolution graisseuse compte tenu de l'âge. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez voir tous les jours, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Le cinquième cas, c'est un homme de 68 ans qui a une notion d'altération de l'état général avec un amaigrissement, un ictère et des CA19-9 élevés. Donc là, déjà, je vous ai donné le diagnostic. Hein? Effectivement. Donc là, on a le tableau typique, il faut penser à un ADK du pancréas. Donc on lui a fait un scanner. On s'est focalisé ici au niveau de la tête du pancréas et on voit effectivement à ce niveau-là qu'il y a une image qui est un petit peu hypodense, qui ne se rehausse pas, contrairement au parenchyme qui est juste adjacent. Donc il y a une masse à ce niveau-là. Si je centre l'image, donc on a fait des reconstructions, on a centré l'image, donc on voit le canal de Wirsung, et à ce niveau-là, un aspect un petit peu hypoéchogène, mal limité, et le rehaussement est très faible. Ça, c'est le pancréas normal qui se rehausse, et là, la lésion qui ne se rehausse pas. On est devant un tableau typique d'ADK du pancréas. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut reconnaître l'ADK du pancréas, soit vous allez le voir directement, c'est les signes directs, donc la masse qui est hypoéchogène à l'échographie ou hypodense, etc. Et il y a des fois ce qu'on appelle les signes indirects, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à voir cette masse hypodense ou hypoéchogène à l'échographie, mais vous avez ce qu'on appelle une dilatation bicanalaire, à la fois une dilatation du cholédoque et des voies biliaires intrahépatiques, mais aussi une dilatation du canal de Wirsung. Comme je vous l'ai dit à l'échographie, normalement, il n'est pas visible. Donc lorsque vous avez une dilatation bicanalaire, que vous avez une tête du pancréas qui est élevée, etc., il faut penser à l'ADK. Et comme le disait un petit mémo technique, c'est Marc Zins, qui est un éminent radiologue français qui est connu pour son travail sur l'imagerie du pancréas. Donc dans l'ADK du pancréas, il faut retenir une grosse tête et une petite queue, pour ne pas faire de jeu de mots. Alors, parmi les signes indirects, la bili-IRM est très performante en matière de voie biliaire. Là, on voit très très bien. On a une dilatation. Il y a l'ictère, effectivement, qui était déjà installé du fait de la dilatation. Oui, qui peut dégénérer. Qui peut s'y ajouter, qui peut dégénérer, effectivement. Donc, vous avez le signe typique, c'est la dilatation bicanalaire, Wirsung, cholédoque, voie biliaire intrahépatique, Wirsung. Et au milieu, ici, c'est ce qu'on appelle un arrêt en cupule, d'accord, un arrêt brut de la voie biliaire principale, qui est une image typique en bili-IRM d'un ADK de la tête du pancréas. Donc l'ADK de la tête du pancréas représente 85 à 90% de l'ensemble des tumeurs du pancréas. C'est la 5e cause de décès aux États-Unis. Il touche plus l'homme que la femme. 80% des ADK du pancréas sont retrouvés chez les patients entre 60 et 80 ans. Et parmi les facteurs de risque, on peut notamment évoquer le tabac, les pancréatites chroniques, les régimes hyperlipidiques auraient aussi un rôle favorisant. L'intérêt du scanner dans ce cas-là, c'est déjà poser le diagnostic, mais c'est surtout le bilan d'extension. Pourquoi? Pour voir le degré de résécabilité. Ce n'est pas toutes les tumeurs du pancréas qui peuvent être opérées. Donc au scanner, il faut préciser au chirurgien est-ce qu'il y a des signes de non-résécabilité, notamment c'est l'invasion des organes avoisinants. C'est un grade déjà dépassé qu'on ne peut pas opérer. Et surtout, l'obstruction ou l'envahissement vasculaire. Tout le système vasculaire qui est autour du pancréas peut être envahi, à savoir la veine cave inférieure, le tronc cœliaque, l'artère hépatique, l'artère splénique ou l'artère mésentérique supérieure. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a un envahissement de la lame rétroporte, ici. L'envahissement, lorsqu'il y a une extension qui est supérieure à 180 degrés, comme ici,
Ça, c'est des critères de non-résécabilité, malheureusement. Et c'est très important de le signaler. Donc l'ADK, comme on l'a dit, principalement 60% au niveau de la tête, mais pas que. On peut le voir aussi au niveau du corps, donc c'est comme ici, au niveau du scanner, avec toujours une dilatation bicanalaire, mais aussi au niveau caudal. Le pronostic, il faut retenir malheureusement, très mauvais pronostic, en plus qu'il y a même les cas qui sont opérables, il y a une grande mortalité opératoire, donc voilà, très mauvais pronostic. Le 6e cas, c'est une femme de 73 ans qui présente des antécédents de splénopancréatectomie. Oui. Pas au niveau de la TDM et de l'endoscopie échographique. Là, non. Généralement, un ADK de la tête du pancréas le diagnostic doit être porté au niveau du scanner. Les choses qui sont plus difficiles à voir, c'est peut-être les ampulomes vatériens. Ça, c'est des petites lésions, petites tumeurs au niveau de la papille, au niveau de l'ampoule de Vater, qui est un diagnostic différentiel de l'ADK du pancréas, mais qui peut aussi donner une dilatation bicanalaire parmi les signes indirects, mais qui est très difficile à voir au scanner. Et parfois, il faut passer à l'IRM ou des fois même, il faut passer à l'écho-endoscopie pour détecter ce genre de tumeur. Mais normalement, un ADK de la tête du pancréas doit être diagnostiqué au scanner, ou si on ne le trouve pas, il faut faire une IRM. D'accord ? Donc, 6e cas, c'est une patiente âgée qui a déjà des antécédents de splénopancréatectomie corporéo-caudale, donc qui a été opérée, et de cholécystectomie, et qui se portait très bien. Et là, elle se présente chez un confrère de médecine générale à Oujda, qui se présente dans un tableau d'ictère cholestatique. Alors, il m'appelle, il me demande est-ce qu'il faut faire un scanner ou une IRM. Donc, n'hésitez pas à appeler le radiologue pour prendre son avis. Donc, il m'appelle, scanner ou IRM. Donc, moi, je lui ai répondu l'IRM. Pourquoi ? Parce qu'il y a IRM ou IRM, peu importe. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a deux notions. Là, on a des antécédents de tumeurs, donc il faut chercher est-ce qu'il y a une récidive tumorale, mais il y a aussi des antécédents de cholécystectomie. Il faut rechercher est-ce qu'il n'y a pas une lithiase résiduelle, tout simplement, qui donne le problème de cet ictère. Et là, pour répondre à la fois aux deux questions, l'IRM est plus performante que le scanner. Donc effectivement, on a réalisé une IRM. Là, vous voyez ici, c'est la voie biliaire principale qui est très dilatée, avec une petite portion ici qui semble prise en sandwich tout autour de cette masse. Voilà, on coupe sagittale, on coupe axiale, donc on trouve une petite masse ici au niveau de la tête du pancréas. Bon, ça c'est les séquences typiques au niveau de l'IRM. Pour avancer plus, il y a ce qu'on appelle la séquence de diffusion. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est une séquence vraiment qu'on aime beaucoup utiliser, où là, on voit carrément cette masse qui est en hypersignal diffusion. Ça facilite le diagnostic. Et après injection, elle prend le contraste au niveau de sa périphérie. Donc, vous pensez à quoi ? Une récidive tumorale, effectivement. Donc c'est une récidive, vu les antécédents chirurgicaux de la patiente, etc., c'est une récidive d'un adénocarcinome, donc malheureusement. Et l'IRM a permis aussi de trouver des métastases au niveau hépatique qu'on voit très bien en IRM de diffusion, donc un petit peu diffuse, avec des adénopathies aussi qu'on voit en hypersignal diffusion. Et ici la masse, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'était un ADK. On enchaîne avec le cas numéro 7, une femme de 65 ans qui présente des hypoglycémies à jeun avec des diarrhées récidivantes. Et à l'échographie, on trouve une lésion ici au niveau de la tête du pancréas qui est arrondie, qui est hypoéchogène, qui est bien limitée. À quoi vous pensez déjà de... Bravo. Donc, effectivement, c'est un cas d'insulinome. Là, vous avez le diagnostic déjà clinique. Au niveau du scanner, donc on a fait le scanner. L'insulinome, c'est une tumeur qui est sécrétante. Donc ici, on a eu une tumeur qui est hypervascularisée au scanner. On a fait des reconstructions. On voit très bien ici la masse qui prend parfaitement le contraste. C'était un insulinome. Autre cas, donc une femme de 92 ans qui se présente dans un tableau de douleur abdominale avec altération de l'état général, amaigrissement. L'échographie initiale était normale. D'accord ? Donc, on complète par un scanner pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et là, au niveau du scanner, donc vous avez une coupe axiale, on voit au niveau de la tête du pancréas une masse
qui est arrondi, un petit peu hypodense. Voilà. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas de dilatation canalaire, elle est bien limitée. Le fait qu'elle soit hypodense, on ne sait pas trop si elle est kystique ou une masse tissulaire. Là, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? On revient à l'échographie, qui était initialement normale. Donc on va revenir à l'échographie parce que l'échographie est plus performante pour voir est-ce que c'est des lésions kystiques ou pas. Et là, à l'échographie, lorsqu'on fait un examen plus pointu, on retrouve effectivement c'est une masse kystique au niveau de la tête du pancréas. L'IRM confirme le caractère kystique de la masse, donc surtout avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en T2 l'hypersignal, T2 traduit du liquide. Donc là, vous voyez très bien. Donc c'est une masse arrondie, un petit peu polylobée de signal liquidien. C'est un cystadénome séreux. Donc le cystadénome séreux, il faut savoir, c'est une tumeur bénigne, d'accord? Donc il ne faut rien faire lorsque vous trouvez cette masse, il ne faut pas aller opérer, c'est une tumeur qui est bénigne, de sillage céphalique le plus souvent, découverte de façon fortuite et qui a 4 formes qu'il faut reconnaître. La forme qu'on a vue tout à l'heure, c'était une forme uniloculaire, mais la forme la plus fréquente, c'est la forme microkystique. Donc comme vous voyez ici, ça, multiples microkystes avec une zone des contours polylobés, une zone centrale un petit peu nécrosée, avec voilà, en grappe de raisin, effectivement. Ça, c'est l'imagerie typique. Et un élément clé, il n'y a pas de rehaussement de la paroi. La paroi, elle est fine, elle ne se rehausse pas. Ça, c'est le cas typique d'un cystadénome séreux et l'abstention thérapeutique est la règle. Cas numéro 9, cette fois, on est devant une jeune femme, 35 ans. Donc, c'est des tableaux que vous voyez moins souvent, qui présentent des épigastralgies. Et à la biologie, vous avez une amylase qui est élevée. Donc, on fait l'échographie. Qu'est-ce que vous voyez à ce niveau-là? Donc, une lésion purement kystique. Très bien. Ici, qu'est-ce que vous avez ici? Des cloisons. Donc, c'est une image qui est kystique, cloisonnée. Très bien. Alors, au niveau de la densité au niveau du scanner, est-ce que vous avez l'impression que c'est très noir ou c'est plutôt... est-ce que c'est très hypodense ou moins hypodense? C'est moins. C'est ça. Donc on est devant un contenu qui n'est pas purement kystique. C'est un petit peu... Donc vous pensez à quoi? Non. L'hémorragie sera en hypersignal T1, hyperdense au scanner. Donc on est devant une tumeur kystique de la tête du pancréas. Non, l'abcès, normalement, il a une paroi qui se rehausse. Donc on a vu tout à l'heure, il y avait les cystadénomes séreux. Et il y a aussi les cystadénomes mucineux. Mucineux, pourquoi mucineux? C'est l'hypodensité dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est moins hypodense qu'au niveau d'une lésion qui est purement kystique séreuse. Donc le cystadénome mucineux, c'est une tumeur bénigne, mais contrairement au cystadénome séreux, elle a un potentiel malin. Donc c'est une tumeur qu'il faut enlever chirurgicalement. Ce qui siège le plus souvent au niveau du corps et de la queue. Et c'est une lésion plutôt unikystique ou polycystique, avec une paroi qui se rehausse de façon irrégulière, contrairement à la paroi de l'abcès qui va se rehausser de façon régulière et qui sera plus épaisse. Alors j'enchaîne rapidement avec un homme de 72 ans qui est connu diabétique, qui présente des douleurs épigastriques et qui vient dans un tableau de pancréatite aiguë. L'échographie, donc on l'a faite, on a vu les mêmes images qu'au niveau du scanner. Alors qu'est-ce que vous voyez ici? Vous avez un pancréas qui est tuméfié dans sa totalité. Et là, alors est-ce que vous êtes devant une lésion kystique qui est bien limitée? Non, très bien. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez pratiquement une grande partie du pancréas qui est tuméfié, mais au milieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a normalement au milieu? C'est le canal de Wirsung. Très bien. Et là, en fait, c'est le canal qui est complètement dilaté. C'est le canal de Wirsung qui est complètement dilaté. L'IRM très performante pour rechercher cette dilatation. Donc on voit effectivement qu'il y a une dilatation du canal de Wirsung. Et à côté de ce canal, on retrouve des petits canaux un petit peu branchés à ce niveau-là, qui sont aussi dilatés, qu'on revoit très bien ici. Voilà, comme des petites lésions kystiques qui viennent s'insérer au niveau du canal pancréatique principal. Ça, c'est un diagnostic un petit peu difficile.
c'est ce qu'on appelle les TIPMP. D'accord, c'est une notion décrite il y a déjà quelques années. Donc, c'est ce qu'on appelle les tumeurs intracanalaires, papillaires et mucineuses du pancréas. Donc, c'est des tumeurs dont le diagnostic positif peut être mis en évidence avec justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, la communication des petits kystes avec le canal principal. Et soit il y a deux formes, soit le canal principal, c'est-à-dire le main duct qui est touché, qui est augmenté dans sa totalité comme le cas qu'on a vu, ou c'est plutôt juste les canaux secondaires, c'est le deuxième cas que je vous ai montré avec un canal de Wirsung qui est défunt et des petites dilatations. Et l'objectif de l'imagerie, c'est de rechercher des critères de malignité parce que c'est aussi une tumeur qui peut dégénérer comme le cystadénome mucineux. Donc l'élément essentiel, donc cystadénome, lésion kystique, pensez au cystadénome séreux, mucineux, le faux kyste du pancréas, avec les antécédents, etc. Mais le TIPMP, l'élément majeur de différenciation, c'est la communication des kystes avec les canaux, qu'ils soient le principal ou secondaire. Alors, un deuxième cas, une jeune fille de 18 ans qui présente des épigastralgies avec vomissement et qui n'a pas d'ictère. Donc, chez qui on va retrouver à ce niveau-là une masse de grande taille qui est bien encapsulée, qui n'a pas pris le contraste, avec une double composante, une composante solide, une composante liquide, voire même un peu de nécrose, un peu d'hémorragie, des petites calcifications au niveau de la paroi. Ça aussi, c'est des tumeurs rares, mais qu'il faut reconnaître, c'est des tumeurs pseudo-papillaires et solides. D'autres tumeurs peuvent exister, notamment les métastases. Ce n'est pas rare. On peut retrouver des métastases au niveau du pancréas. Le lymphome peut toucher le pancréas. Et des kystes vrais, comme la maladie, dans le cas de la maladie de von Hippel-Lindau ou autre. Dernier cas, c'est un cas de traumatisme. Là, vous avez déjà le diagnostic, juste pour vous montrer quelques images. Donc, on peut avoir des lacérations au niveau du pancréas avec des coulées complètement autour du pancréas. Donc, on peut avoir des fractures, des lacérations et des coulées avec des épanchements. Donc, c'est des cas qu'il faut surveiller au niveau du scanner. La radio interventionnelle, donc on en a déjà parlé, on peut faire des drainages percutanés des pseudokystes, des ponctions éco-guidées des tumeurs kystiques, des biopsies percutanées du pancréas ou des embolisations hémostatiques des complications vasculaires de la pancréatite. Donc tout ça, c'est des éléments où on peut intervenir. Donc en conclusion, le pancréas est généralement difficile à explorer en échographie, vu sa situation profonde. Donc lorsque vous n'arrivez pas à explorer, il faut passer au scanner et à l'IRM. C'est une pathologie qui est dominée par les pancréatites. L'imagerie, en cas de doute, pour déterminer le degré de sévérité et surveillance des complications. Et comme je vous l'ai dit, si pas d'amélioration, il faut la demander, le scanner le demander 72 heures après le début de la première symptomatologie. Pour ce qui est pathologie tumorale, donc l'imagerie, c'est pour porter le diagnostic et le bilan d'extension loco-régionale et à distance des tumeurs malignes du pancréas, et surtout pour le bilan de résécabilité de la tumeur. Et je conclurai toujours avec une phrase de Mark Zins, ça c'est très important à savoir. Il y a toujours, vous avez un patient, vous avez un contexte clinique. Vous n'êtes pas devant la même personne. Donc devant des tumeurs kystiques du pancréas exocrine en fonction du terrain. Chez la fille, première chose à laquelle penser, c'est la tumeur épithéliale solide et papillaire. Chez la mère, c'est le cystadénome et le cystadénocarcinome mucineux, donc qui peut dégénérer en adénocarcinome. Chez la grand-mère, une lésion kystique, il faut penser à un cystadénome séreux. Et chez le grand-père, pensez à la TIPMP. Et c'est une pathologie aussi qui peut dégénérer. Voilà, je vous remercie. OK, alors comme nous avons 10 minutes entre les workshops, je vous demande s'il y a des questions à poser au docteur Barrada. Et on va prendre 5 minutes parce que j'ai deux choses. Il y a les questions à poser et bien sûr les réponses. En plus, j'ai un trophée que MG Maroc m'a chargé de transmettre au docteur Barrada. On le laisse jusqu'à la fin. Alors, à vous, est-ce qu'il y a des questions au docteur Barrada? Le micro est là. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'exposé qui est très clair. S'il vous plaît, quelle est la différence entre le faux et le vrai kyste du pancréas? Les vrais kystes du pancréas... Échographiquement parlant. Échographiquement parlant. Alors, les faux kystes du pancréas, déjà, il y a un tableau de pancréatite aiguë dans les antécédents. Donc, il faut rechercher le tableau de pancréatite. Et c'est des kystes qui sont typiques. C'est-à-dire, c'est un kyste qui va être
arrondi, avec des contours réguliers, avec une écostructure complètement anéchogène, qui n'a pas de parois, qui ne communique pas avec les canaux biliaires, qui n'a pas de cloison, qui n'a pas de végétation. Donc ça, c'est un faux kyste du pancréas. Les autres lésions kystiques, ce sont les lésions tumorales. Donc c'est les lésions tumorales dont on a parlé, avec chacun le critère. Concernant le diagnostic des pancréatites, est-ce qu'on doit toujours attendre les 72 heures pour demander le scanner? Est-ce que c'est médico-légal? Ou bien dès le suspect après le diagnostic clinique échographique Non, donc comme je vous l'ai dit, tableau de pancréatite aiguë, maintenant il y a un consensus international. Donc lorsque vous avez la douleur typique en barre, augmentation de la lipasémie, vous êtes devant un tableau de pancréatite aiguë. Vous pouvez commencer le traitement. Et lorsque vous avez une aggravation de l'état général, ou si d'emblée l'état général n'est pas bien, ou s'il n'y a pas de réponse au traitement médical, là, il faut faire le scanner, soit en urgence, lorsque vous êtes dans un tableau qui est vraiment grave, là, il faut stadifier dès le départ. Je parle là des grades D et E, c'est-à-dire il est déjà en coulée, en nécrose, etc. Lorsque vous êtes devant un grade C, etc., là, vous pouvez faire un scanner. Le mieux, c'est de le faire dans les 72 heures pour vraiment ne pas négliger l'importance des coulées inflammatoires. Merci. Mais il n'est pas systématique, effectivement, au départ. Tout dépend de l'état clinico-biologique, plutôt clinique de votre patient, même biologique, avec une augmentation importante des globules blancs, de la CRP, etc.